plutôt être bien placé là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, allez, plus que quelques kilomètres. On va se trouver un spot. Alerte tornade. Yes. Yes, c'est bon ça. Il faut qu'on s'arrête là. Ok. Bon, j'avoue, il n'y a pas vraiment d'orage aujourd'hui. Et on n'est pas non plus au Kansas, on est bien chez nous en France. Mais au moins, j'ai votre attention maintenant. Et puis finalement, ce que vous venez de voir, c'était pas tant de la science-fiction que ça, car l'alerte que j'ai reçue sur mon téléphone, eh bien, je suis pas le seul à l'avoir eue aujourd'hui. Ça a sonné, j'ai pas compris ce qui se passait, parce que ça faisait pas un bruit habituel et puis j'avais pas la tête à... Bon, enfin, voilà. Ça sonne super fort, donc ça fait bien peur, mais en tout cas c'est assez efficace. Une sonnerie surprenante et qui fait peur. Heureusement, aujourd'hui, il ne s'agit que d'un exercice. Mais ces réactions montrent que beaucoup de monde n'est pas encore habitué au système FR Alert, pourtant déjà déployé officiellement depuis plus de 2 ans en France. FR Alert. Bien alerté, bien protégé. Si vous êtes abonné à la chaîne, ça vous évoque forcément les alertes qu'on reçoit aux États-Unis dans la tornado Alley, quand on est face à des orages violents ou à une tornade imminente. Ah. Hailstorm. Hailstorm. Alors est-ce que la version française est vraiment similaire à ce qui se fait chez nos cousins américains? Est-ce qu'elle est aussi efficace et surtout comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? C'est des questions qu'on va se poser dans cette vidéo. Et comme cette vidéo est en partenariat avec l'Université d'Avignon, on va pouvoir aller rencontrer les chercheurs qui étudient l'efficacité et l'impact du dispositif. Parce que oui, c'est pas uniquement un outil politique ou administratif, ça revêt aussi des aspects scientifiques et c'est ça qui nous intéresse. D'autant plus que sous cette vidéo, avec vos commentaires, vous allez pouvoir vous-même contribuer au développement de l'outil. Vous allez peut-être pouvoir sauver des vies avec un commentaire YouTube. Imaginez. Bon, il n'y a pas d'orage, mais c'est la tempête quand même. Jusqu'à récemment, le seul moyen, ou presque, de transmettre une alerte en France, c'était via la sirène. Et vous avouerez que c'est pas hyper explicite comme message. Difficile d'en déduire la nature du danger et la réaction à adopter. Je pense que ça casse les oreilles des gens. En plus de ça, on ne trouve pas des sirènes partout, il y a parfois besoin du personnel compétent pour les activer, et elles sont souvent en piteux état. Au moins un tiers des sirènes en France ont le même souci. L'ordre de sonner est donné à distance, mais le matériel de transmission est tellement vieux qu'il ne fonctionne plus. Des sirènes qui n'avaient pas fonctionné dans toutes les communes lors des intempéries meurtrières d'octobre dernier. Selon une étude de la Croix-Rouge en 2016, 81% des Français n'avaient jamais entendu les alarmes émises par des sirènes. Il fallait donc un système qui permettrait de combler ces lacunes, un moyen d'informer la population de la manière la plus universelle possible, alors quoi de plus logique que d'utiliser un outil dont on a de plus en plus de mal à se passer. Et il était temps parce qu'on avait plutôt du retard vis-à-vis des autres pays développés, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Europe où l'on voit que nos voisins avaient mis en place des systèmes d'alerte par téléphone depuis de nombreuses années pour certains. Les pluies ont provoqué un glissement de terrain d'une intensité rare. En Allemagne toutefois, les inondations de juillet 2021 provoquées par des orages et qui avaient causé la mort de 135 personnes restent un traumatisme. C'est une catastrophe, on peut même dire une tragédie, a déclaré Angela Merkel, qui s'attend à ce que le bilan s'aggrave encore. À cette date, le système d'alerte déjà existant a été insuffisant. Le pays avait opté pour le déploiement d'une application qui nécessitait de l'installer manuellement pour recevoir les notifications. Mais devant l'impossibilité de forcer les gens à l'installer, bien trop peu de monde avait été en mesure de recevoir les messages d'alerte. Et beaucoup ont été pris par surprise lors de la montée des eaux. En pleine nuit, ils ont essayé d'allumer la radio, la télé, il y avait de la musique en continu, aucune information, des systèmes de sécurité civile complètement saturés. Et vous ne le savez peut-être pas, ou alors vous l'avez oublié, mais la France avait elle aussi lancé son application mobile d'alerte en 2016 à l'occasion de l'Euro de foot. Les personnes qui se seront inscrites sur leur smartphone recevront ensuite, au fur et à mesure que nous avançons dans l'événement, les consignes de comportement du genre restez chez vous. Sauf qu'au bout d'un an, seulement 900 000 personnes avaient téléchargé l'application, autant dire un flop total. Et l'application a donc été abandonnée dès 2018, remplacée par un compte Twitter, ce qui paraît encore pire en termes de portée auprès des utilisateurs. Une vraie technique de diffusion généralisée était urgente, autre chose qu'une simple application en tout cas. Ironiquement, la technologie utilisée par FR Alert a été créée en France et dévoilée dès 1997. Il
s'agit de la diffusion cellulaire, une technique qui consiste à arroser l'environnement d'une antenne de télécommunication avec les messages souhaités. Contrairement aux SMS qui, on le connaît, à chaque Saint-Sylvestre, ont tendance à congestionner le réseau, la diffusion cellulaire permet sur un canal dédié à l'alerte de pouvoir diffuser très massivement des messages en quelques dizaines de secondes, parfois même quelques secondes seulement. Ainsi, on touche théoriquement l'intégralité des gens présents dans le champ d'action de l'antenne, et ça sans avoir besoin de connaître les numéros des destinataires ou sans avoir besoin de relever leur position. Donc ça déjà c'est bien parce que ça veut dire que votre vie privée elle est préservée. En tout cas ça fait qu'à l'inverse des sirènes, la diffusion cellulaire couvrira environ 91% de la population lorsque tout le monde aura un téléphone compatible. C'est-à-dire en gros un smartphone sorti après 2012. Ce n'est pas pour rien que l'Allemagne a finalement adopté cette technologie depuis les catastrophes de 2021. Chez nous, c'est le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui a pris la direction des opérations et qui a permis au système d'entrer en vigueur en France en juin 2022. Oh bah tiens, comme la deadline fixée par l'Union Européenne dans sa directive du 11 décembre 2018. Car oui, c'est à l'échelon européen que s'est décidée la mise en place obligatoire d'un tel dispositif dans tous les pays membres. Alors attention, on est loin d'être le seul pays à avoir été poussé au derrière par cette législation européenne, et c'est sans doute une bonne chose que ça ait mis un coup d'accélérateur au processus de décision des politiques, qui avaient tendance à procrastiner le développement de l'outil, alors que pourtant ça ressemble objectivement au système optimal pour protéger au mieux la population, à condition qu'il soit utilisé correctement. Aujourd'hui, sur le plan météo, tout est assez calme, il fait même assez frais, donc je pense qu'on peut oublier les orages. Cependant, on est quand même là pour parler de risques avec pas mal de monde. L'un des aspects les plus importants de ces recherches, ce sont les sciences humaines. On part sur cette semaine-là, ça vous va? On essaye pour l'instant? La semaine suivante, il y a Avignon, je propose que ce... Johnny Douvinet est professeur de géographie à l'université d'Avignon. Il coordonne une équipe de 15 chercheurs issus de plusieurs disciplines et dont le rôle est d'optimiser l'efficacité de l'alerte auprès de la population. Alors on est présenté souvent comme ça, mais on apporte le volet social finalement de la population. Alors, côté vraiment humain quoi. C'est le côté humain et puis avec le côté recherche. On est là pour essayer de faire remonter des informations qui sont connues dans la littérature scientifique vers les acteurs opérationnels qui pour certains découvraient la solution, pour d'autres ne la connaissaient pas du tout. L'alerte par diffusion cellulaire elle existe depuis 2005 aux États-Unis, depuis 2011 au Japon, depuis 2012 aux Pays-Bas. Donc on a nous fait un bilan et on a essayé de travailler ensemble pour trouver le meilleur équilibre et ajustement face à une situation de danger. Le défi est de savoir exactement dans quelles circonstances déclencher une alerte et surtout quelles informations communiquer exactement à la population pour faire en sorte que les gens réagissent de manière appropriée, quel que soit leur milieu social, leur génération ou leur sensibilité. Et puis la place du politique, je pense que maintenant il y a trop d'alertes, on nous alerte pour tout. Et ça je pense que l'effet Covid... Comme c'est un système qui est lancé par le gouvernement, est-ce que ça rend difficile l'acceptation par la population? Comment on présente un tel outil à la population justement? Alors c'est vrai qu'il y a différentes stratégies qui ont été mises en place, il y a des actions de sensibilisation qui ont été pilotées par les services de communication au sein du ministère de l'Intérieur. Concrètement, vous recevez un message qui vous informe de la nature et du lieu du danger, ainsi que des bons comportements adoptés. Rester chez soi, évacuer une zone par exemple. C'est pas le jour où on va recevoir une notification pour un événement réel qu'on va appliquer forcément les consignes, et ça c'est avéré dans la littérature. Donc on insiste sur le fait d'organiser des exercices pour acculturer la population, pour la sensibiliser à l'outil, et la prochaine fois se dire « Ah tiens, je reconnais ce signal-là, c'est FR là ». L'exercice du jour, il a lieu à Paris, dans le 15e arrondissement. Donc on imagine bien qu'ici c'est très important de prévenir la population, il y a énormément de monde. Et même si cette alerte est déclenchée, est-ce que les Parisiens prendront vraiment en considération ce type de risque? Une fois que vous avez découvert le message, là, vous avez compris tout de suite de quoi il s'agissait? Non, j'étais surpris, mais j'ai continué mon appel. Bon, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, mais non, je ne me suis pas alerté au point de couper mon appel et de regarder le message. D'accord. J'étais en train de régler un achat. Sur le coup, j'ai cru que c'était de la carte bancaire parce que c'est une nouvelle carte bancaire avec Apple Pay, etc. Je me suis dit, tiens, il y a un problème. Mais par contre, j'ai pas compris dans quelle mesure est-ce que j'allais potentiellement être sonné s'il y avait un problème. En cas de danger majeur,
Qu'il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, vous pouvez compter sur un allié. Bon, visiblement, on a encore pas mal d'incompréhension sur le fonctionnement du système, mais ça tombe bien car ce genre de retour à chaud après les exercices, Johnny en a besoin pour développer ses recherches. On a eu la chance de pouvoir intégrer un questionnaire dans les notifications d'exercice pour avoir le retour citoyen. Et aujourd'hui, on est quasiment à 40 000 questionnaires remplis, ce qui nous conforte dans nos idées, c'est que globalement, on a 80% de surprise, on a du stress et de la peur qui est logique parce que la notification, elle envoie un signal sonore. Mais ça fait peur, hein, cette sonnerie-là, les normes fortes et tout, oui, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est assez perturbant que tous les téléphones sonnent en même temps, c'est une sonnerie, on n'avait pas l'habitude. Et c'est bien pour ça qu'elle a été conçue, cette alerte sonore. Elle doit se différencier totalement des sonneries d'origine des constructeurs ou des sonneries personnalisées par les utilisateurs. Mais ce côté inhabituel peut avoir un contre-effet assez dommageable pour l'alerte. Et en fait, quand j'ai pris le téléphone, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est un virus et j'ai même pas lu en fait. Je me suis plus dit que c'était quelqu'un, enfin un truc de hacker ou je sais pas quoi. Tu vois? Non mais vraiment. Moi j'étais en mode avion, trompé, genre j'ai quand même reçu et le sang à fond. D'où le fait que ouais, le hacking, c'est quelque chose ça a été une hypothèse. Quoi. Moi ça m'a chaud, hein. J'étais en mode putain on peut faire ça. Et oui, un autre avantage de la diffusion cellulaire, c'est que même si le téléphone est verrouillé ou en mode silencieux, on reçoit l'alerte malgré tout. Enfin, normalement. Lors de l'exercice du 19 janvier 2024 sur le littoral méditerranéen, censé alerter d'un risque de tsunami, une partie des abonnés à Free n'a pas reçu la notification FR Alert. Chez Orange, Bouygues et SFR, a priori tout le monde a bien été informé. Un tsunami va atteindre les côtes dans 1 heure. Du côté des opérateurs qui ont été subventionnés pour mettre à jour leur réseau, il y a donc encore du travail à faire. Ce relatif échec met en avant un point important de cette technologie. On ne peut pas savoir combien de personnes auront reçu la notif sur la zone de déclenchement. On n'a pas d'accusé de réception du message, et donc on ne peut mesurer réellement l'efficacité de l'alerte qu'a posteriori. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter la transmission du signal, comme les reliefs par exemple, ou la portée de l'antenne, difficile à mesurer exactement et variable en fonction des conditions météo. On peut tous les deux se situer dans une pièce. Moi, mon téléphone borne à une antenne qui va diffuser le signal. Et toi, tu bornes à une autre antenne, donc tu ne vas pas recevoir le même signal. Et ça, c'est des choses qu'il faut expliquer à la population, mais c'est pas simple à comprendre. Et c'est comme ça, on ne changera pas la technologie. Et si théoriquement chaque appareil est compatible avec ce genre d'alerte depuis 2012, dans la réalité, en fonction des versions d'Android ou d'iOS, les protocoles d'affichage ne sont pas les mêmes. Certaines options activées ou non peuvent influer sur la réception du message, et celui-ci s'affiche d'une manière différente selon les cas. Ce qui oblige à réfléchir vraiment aux infos qui sont visibles en priorité sur chaque plateforme, afin de capter immédiatement l'attention de la personne qui regarde son écran. Mais il y a plein d'idées où des personnes nous disent « tiens, j'aurais structuré autrement, pourquoi vous ne mettez pas le logo FR Alert qui éviterait d'avoir l'impression que c'est un spam ?» Cet aspect-là, par exemple, on ne peut pas le faire parce que c'est un cadre international et donc il faut discuter avec ceux qui développent les téléphones. Entre une sonnerie parfois jugée intrusive voire agressive et un message qui peut lui-même effrayer au premier abord, on a pu voir qu'il y a pas mal de sources potentielles de réticence. Autant dire que la psychologie individuelle entre en jeu dans la façon dont on conçoit le dispositif, alors pour aller encore plus loin dans la compréhension des perceptions humaines, un simple questionnaire en ligne ne suffit plus. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à cet atelier. L'objectif pour nous, c'est de recueillir un maximum d'agis différents, donc de publics différents, dans des territoires différents. Solène traverse toute la France pour animer des ateliers directement au contact des citoyens et ainsi leur faire découvrir le système en détail. Déjà vécu une catastrophe naturelle. C'est rassurant de savoir qu'il y a ces choses qui sont mises en place et qui peuvent nous faire évacuer ou nous faire mettre à l'abri selon l'événement catastrophique qui pourrait nous arriver. Ces ateliers financés par la Fondation Maïf pour la recherche ont aussi comme ambition de susciter des réactions aux scénarios de catastrophes typiques. Et le support de travail, c'est bien évidemment le texte d'une notification FR Alert, pour voir comment il est interprété. Alerte orage, ou alerte orage, ouais. Alerte orage, violent, grêle. En fait, à la limite... alerte orage, violent, grêle. Là, en fait, à la limite, c'est compréhensible dès le départ. Qu'est-ce qu'on met dans le message? Est-ce qu'on met des consignes directives? Nous, on milite là-dessus et donc on essaie de suggérer qu'il ne faut jamais utiliser de négation. L'exemple assez classique, c'est au lieu d'écrire « ne pas aller chercher ses enfants à l'école », il vaut mieux mettre « laissez vos enfants à l'école, ils sont en sécurité ». C'est le côté rassurant. Vocabulaire, grammaire, mise en forme, tout est réfléchi à la virgule près, avec en vue la standardisation future du message pour créer une certaine habitude de lecture chez la population et donc une meilleure compréhension.
Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas faire passer toutes les informations via la notification. Car si l'on veut afficher les consignes en une seule fois, on est limité à 600 caractères. Il faut qu'on ait toutes les informations directement sur le téléphone. On va donc devoir travailler aussi en amont par d'autres moyens éducatifs, histoire de développer ce qu'on nomme la culture du risque. En gros, la culture du risque en France qu'on a, c'est les alertes incendies qu'on a tous les ans au collège et au lycée et qu'on a régulièrement dans les lieux de travail, mais c'est à peu près tout. Seulement 9% des Français déclarent savoir comment agir si un incident industriel se produisait près de chez eux. Alors comment pourrait-on développer cette connaissance des bons réflexes ? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à enseigner en SVT, en collège et lycée. Aussi, voilà, on est d'accord que la culture du risque, elle commence par l'école. Voilà. En 2023, en France, 53 décès ont été causés par des catastrophes liées à la météo, et même près de 6000 si on prend en considération l'effet des canicules. Malgré ça, je pense que la culture du risque météo, elle est très peu élevée en France. On sous-estime ce risque en général ou on le prend à la légère. Je me rends compte sur le terrain quand je vois des gens partir tranquillement en rando sur une journée à potentiel orageux ou bien se baigner sous les éclairs. Mais au miracle, l'exercice du 15e arrondissement de Paris portait bien sur un risque d'orage violent. J'ai lu la teneur du message, j'ai levé les yeux et je voyais pas beaucoup de ciel gris ou orageux. Donc je me suis dit c'est sûrement un message d'essai ou de test. Et la question à se poser, c'est est-ce que vraiment la préfecture osera sortir une alerte orage quand dans la réalité, il y a un orage violent qui se dirigera vers Paris. Ça, honnêtement, j'en doute un peu. Surpris par les intempéries, les automobilistes sont pris au piège. Vous vous souvenez quand on disait que le système avait officiellement été mis en place en juin 2022 ? Dans les faits, il n'a pas vraiment été utilisé tout de suite. En 2022, en dehors des exercices, FR Alert a été déclenché une seule fois en juillet pour les incendies menaçant plusieurs villages dans les Landes. Ce n'est qu'en 2023 que l'outil décolle un peu, avec 24 alertes hors exercice, mais seulement 4 déclenchements pour les orages, dont une fois pour relayer une vigilance rouge Météo France sur toute une région. Alors que l'année a été orageuse et qu'on a recensé au moins 31 tornades, dont la tornade de Pontarion dans la Creuse qui a parcouru près de 30 km, ce qui aurait largement laissé le temps de déclencher une alerte en amont de son trajet. Plusieurs décès liés aux orages ont aussi eu lieu sur des journées qui n'ont connu aucune alerte. Travailler toute sa vie pour être réduit à ça, c'est catastrophique. On voit donc que l'activation de l'alerte est encore timide, parcellaire, et dépend des territoires et du bon vouloir des préfectures. Maintenant, on va retravailler avec les préfectures pour leur dire, voilà, nous on observe ça, peut-être qu'il faut retravailler un peu sur ces aspects-là, parce qu'eux aussi peuvent s'améliorer finalement. Maisons évacuées, ponts arrachés, cours d'eau déchaînés, le préfet vient de demander des renforts à la zone de défense sud. Les Alpes-Maritimes appellent à l'aide. Et sur le plan des orages, la marge d'amélioration reste large, tant la réactivité n'est pas la même en France qu'aux USA. Là-bas, l'alerte aux tornades est envoyée en moyenne environ 13 minutes plus tôt, ce qui paraît à la fois très peu et pourtant largement suffisant pour sauver des vies en donnant la possibilité à la population de s'abriter. Chez nous, le processus décisionnaire reste bien trop long entre le moment où le phénomène est identifié chez Météo France, s'il l'est, et le moment où la préfecture est avertie, si elle l'est, il s'écoule déjà de très longues minutes, et d'autant plus si on s'éloigne des horaires de permanence. Or, l'orage destructeur, bien que plus dangereux à la sortie des bureaux, on est d'accord, ne se cantonne pas poliment à un 9h-18h du lundi au vendredi. Oh là là, l'éclair ! Le scénario que Loïc redoutait se déroule sous nos yeux. Les voitures sont surprises par la montée de l'eau, sur le contournement de Nîmes. Nous sommes toujours en vigilance orange, d'après Météo France. Nous n'avons pas vu de message d'alerte affiché dans les rues à Nîmes. Des automobilistes se laissent surprendre. Il est 2h du matin. La tempête se calme enfin. Quand tout à coup, le téléphone de Loïc se met à vibrer. La vigilance rouge de Météo France arrive enfin. Ils augmentent le niveau d'alerte quand le plus gros de l'orage est passé. Il y a 2h04, ça sert pas à grand chose, je crois. Les régions méditerranéennes sont souvent soumises à ce genre d'inondations éclairs, pas toujours faciles à anticiper et surtout extrêmement localisées. C'est là qu'une alerte ne concernant que les habitants des vallées inondées serait la plus pertinente, pour cibler réellement le danger et éviter une alerte trop générale touchant des gens qui ne verront pas une goutte de pluie, ce qui fait perdre en crédibilité. Pour moi, c'est important l'alerte, oui. Mais il ne faut pas qu'elle soit anxiogène non plus. Il n'en faut pas trop, pas toutes les semaines, pour qu'on les prenne au sérieux. Après, sur le déclenchement des autorités préfectorales, c'est leur prérogative. On est force de proposition, on est là pour accompagner. Par contre,
que l'outil soit déclenché ou pas, on n'a rien à dire en fait sur cet aspect-là. L'autre exemple le plus parlant, c'est bien évidemment la tornade de Bihucourt en octobre 2022, et je vous en avais d'ailleurs bien parlé dans ma vidéo de bilan de l'événement, où la question de la protection de la population s'était déjà posée. En l'occurrence sur une supercellule existante pendant plus de 5 heures, et ayant déjà occasionné des dégâts importants dès le début de son cycle de vie, on n'a pas été en mesure d'avertir les gens en amont de son déplacement, pourtant très identifiable. Et oui, mais c'était un dimanche, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'énerve le plus sur le journal ce matin, c'est un Néerlandais. Il savait que la tornade allait passer. Aux États-Unis, ils ont des sirènes qui sonnent, ils ont des abris anti-tornades, ils ont l'habitude. Nous, on a eu aucune information parce que je pense que le gouvernement s'en tape complètement en fait. Du coup, en un seul événement, la confiance des victimes envers les autorités est rompue pour longtemps, les rendant moins réceptifs aux prochaines communications. C'est là qu'on comprend les dégâts psychologiques provoqués par l'incapacité à alerter correctement. Il faudrait donner enfin les moyens à Météo France de développer une vraie cellule d'action sur les situations chaudes, avec un renforcement du personnel mobilisé 24 heures sur 24, dès que les prévisions font état d'une probabilité d'orage. Et comme les outils à distance ne permettent pas toujours de juger de la violence d'un orage, on pourrait envisager de prendre en compte le retour des gens qui sont sur le terrain, comme ce qui existe là encore aux USA avec le programme Skywarn. So Jennifer, just at a broad basis, what exactly is Skywarn? Basically what it is our opportunity at the National Weather Service to go out and educate people on severe weather. We are training our citizens, members of our community also, to identify the threats that are happening with these storms and be able to report that back to us so that we can better improve and enhance the warning program here in Central Texas. We can't be everywhere at once. We can only do so much with our tools here. So you can relay that vital information because you are trained to spot it. Mais revenons à l'atelier de Bordeaux quelques instants. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les participants du jour sont réservistes de la sécurité civile. C'est-à-dire qu'ils se sont portés volontaires pour rejoindre un groupement de citoyens mobilisables par la mairie en cas de situation catastrophique. Il suffit d'avoir un petit peu de disponibilité, ça peut être 2-3 jours dans l'année ou jusqu'à 15 jours par an maximum. Effectivement, si je me suis mise dans la réserve citoyenne, c'est pour pouvoir agir, mais dans un cadre bien structuré. On a un rôle effectivement d'acteur en cas de crise, mais on a également des rôles de prévention en amont, et effectivement être un relais de ces informations-là auprès du public général, du grand public, fait partie des missions de la réserve citoyenne. Alors pourquoi ne pas utiliser ce genre de statut pour trouver des citoyens en mesure d'informer les centres de crise et donc de mener au déclenchement d'une alerte sur une zone donnée, quitte à les former à la reconnaissance des phénomènes orageux, des supercellules, etc. Ou quitte à confier cette tâche à des gens déjà compétents, au hasard les chasseurs d'orage expérimentés. On est bien positionné là. Grâce à Vincent. Regarde la pointe là-bas. Ouais, il y a des abaissements vraiment très suspects. On aperçoit la tour de l'aéroport de Montpellier là-bas. Avec un peu de chance, en vous montrant à quel point la météo est une science intéressante, je vous transmets l'envie de comprendre ce qui se passe dans notre ciel et de savoir à quel moment il faut s'en méfier. Je traîne pas dehors quand il fait orage. Ce qui me paraît être une bonne idée déjà, c'est un bon prérequis effectivement. Si en plus on donnait les moyens aux professeurs de faire ça à l'école, peut-être qu'on saurait éveiller une conscience météo plus marquée, et ce serait déjà une sacrée avancée je crois. Au moins, la démarche de recherche scientifique autour de FR Alert, demandée par le gouvernement, montre une réelle volonté de faire progresser le système. Et le fait que je puisse réaliser cette vidéo sans qu'on m'impose de discours participe à ça aussi. En tout cas, pour combler les lacunes techniques de la diffusion cellulaire, d'autres moyens de communication seront bientôt déployés, comme les SMS géolocalisés et les alertes via satellite, histoire de pouvoir diffuser les messages en cas de coupure d'électricité sur une large zone, ce qui serait particulièrement utile lors des tempêtes. Et on n'oublie pas non plus totalement les anciennes méthodes comme les sirènes, qui elles aussi seront modernisées. Un nouveau dispositif harmonisé et raccordé au niveau national. Il y a des années que je fais de la recherche-action et c'est la première fois que je vois autant d'implications et d'enjeux derrière, et c'est assez logique. Donc oui, c'est vraiment de la satisfaction, mais je pense qu'on n'est qu'au début de plein de questionnements parce qu'à chaque fois qu'on avance sur un sujet, ça pose de nouvelles questions. Donc c'est super stimulant et enrichissant. Et justement, si vous suivez ma chaîne, c'est que vous êtes particulièrement sensible aux questions de danger météo, alors votre avis est d'autant plus précieux pour les chercheurs. N'hésitez donc pas à vous exprimer en commentaire, voire même à remplir le questionnaire que je mets en lien dans la description. Bon, ça c'est seulement si vous avez déjà reçu une alerte. Bref, que ce soit grâce à FR Alert ou à d'autres dispositifs, restez vivants, ça me fera plus de vues. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques.